Bonjour, très heureux de vous retrouver. Avez-vous deviné où je me trouve? Eh bien oui, je suis à Bruxelles dans un lieu à la fois passionnant et très riche en histoire, en anecdotes. C'est le Mont des Arts. Le Mont des Arts, c'est aussi un trait d'union entre le haut et le bas de la ville, un trait d'union entre le passé, le présent et le futur. Vous croyez le connaître à force d'y passer? Eh bien non, ce Mont des Arts a encore plein de secrets à nous révéler. Je vais vous les dévoiler car vous le savez, j'ai les clés, suivez-moi. Raconter l'histoire du Mont des Arts, c'est remonter aux origines de la ville. Nous sommes dans un lieu bien particulier, je dirais même unique en Europe, le Coudenberg. Songez que ici même s'est exercé le pouvoir sans interruption depuis près d'un millénaire. Du Moyen-Âge au roi Philippe, en passant par Charles Quint, Napoléon, Charles de Lorraine, eh bien, ils ont tous régné ici. Au fil des siècles, les seigneurs qui règnent sur ces régions ont choisi cette colline pour exercer leur pouvoir, à l'écart du centre de la ville, mais avec un œil sur leur peuple et le cœur commerçant de la cité. Au fil du temps, la question de la liaison entre ce qu'on va appeler le haut et le bas de la ville se pose. Comment résoudre le casse-tête de la réunion de ces deux Bruxelles ? Christophe Loire, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université libre de Bruxelles. Un mot d'abord sur cette transition, en fait, sur ce lieu bien particulier qui marque une différence entre le haut et le bas de la ville. Oui, c'est la question de la mobilité, de la circulation entre le relief bruxellois quand même assez accidenté et une courbe de niveau qui se trouve vers le haut, au niveau de la rue Royale, de la place Royale et le bas de la ville pour aller vers la Grand Place. Donc c'est un gros dossier qui a duré quand même plus d'un demi-siècle. Alors, au 19e siècle, les choses changent. Léopold II a une fois de plus une idée assez précise sur l'aménagement de ce lieu. Eh bien, à cette question de la circulation qui commence à vraiment se poser de manière très forte à partir des années 1850, sous le règne de Léopold II arrive un deuxième débat, c'est l'extension des musées, l'extension des institutions culturelles. Et donc, à ce débat sur la mobilité vient s'implanter un débat sur les gros équipements. Et Léopold II, son objectif, c'est rendre ce quartier extrêmement monumental dans le sillage du Palais Royal. Et donc c'est un projet qui est à la fois un projet de bâtiment impressionnant et aussi de pouvoir donner aussi un espace qui permet de restructurer toute la zone entre le haut et le bas de la ville. Alors il y a des archives qui le montrent, des images d'ailleurs assez impressionnantes de cette structure en terrasse, en escalier et en végétation. Oui, parce que le dossier traîne tellement qu'il faut pouvoir préparer la ville pour l'exposition universelle qui va se tenir en 1910. Et donc on réalise un Mont des Arts provisoire. Ce provisoire va durer 40 ans et c'est un ensemble assez impressionnant réalisé par Jules Vachereau, qui est un paysagiste qui avait déjà réalisé à Paris les jardins pour l'exposition universelle de 1900, notamment autour de la Tour Eiffel. Et on réalise un jardin en terrasse qui met en scène la vue depuis le haut vers le bas de la ville. Jusque-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, depuis la place Royale, on entrevoyait à peine la flèche de l'Hôtel de Ville. Mais à partir de 1909-1910, on a donc un premier Mont des Arts qui va devenir une des vues principales panoramiques de Bruxelles. À l'époque, les panoramas étaient devenus très à la mode dans les villes. Très à la mode. Et celui-ci est l'un des derniers sur ce qu'on pourrait appeler la corniche royale. Corniche parce que c'est finalement une route de corniche qui va du jardin botanique jusqu'à la place Poulart. Et dans le courant du 19e et début 20e siècle, on va aménager une balustrade au jardin botanique, la place du Congrès qui s'appelait la place des panoramas, la superbe vue au niveau du Général Belliard, à la rue Baron Horta, la place Poulart, et ceci vient un peu fermer ces 5 panoramas majestueux de la Corniche royale. Le complexe du Mont des Arts comprend aujourd'hui la Bibliothèque royale, la chapelle de Nassau, la chapelle de la dynastie, le palais des congrès, les archives générales du royaume et aussi de superbes jardins dessinés par un maître de l'art paysagiste dans notre pays, René Pecher.
Nikolaus Hirsch, bonjour. Vous êtes le directeur artistique du CIVA, mais qui était exactement ce fameux René Pecher? René Pecher était probablement le paysagiste le plus important et fameux en Belgique pendant le XXe siècle. Avec son langage, son vocabulaire comme paysagiste, je crois qu'il a créé quelque chose de très très spécifique. Il a essayé de fusionner un peu deux choses, l'aspect moderne et aussi l'aspect classique. Et ce que Pecher a fait, c'est de travailler sur cette pente énorme. Donc il y a 4 mètres de différence entre les niveaux. Donc il a créé cette vue fantastique du haut en bas. Donc on voit vraiment une espèce d'image verte qui change pendant les saisons. Mais on voit aussi le centre-ville avec un peu l'aspect plutôt médiéval de Bruxelles. On a 2 points de vue très différents, avec du coup une perspective différente sur l'œuvre. La perspective panoramique, quand on est en hauteur bien sûr, qui change complètement quand on est au même niveau. Le génie de Pecher, c'était de créer d'une fois le grand projet, plutôt monumental on dirait, et de l'autre, il y a l'aspect intime, individuel, où chaque visiteur de ce parc peut croiser, peut trouver son propre chemin. Découvrir le Mont des Arts revient à croiser des grands noms. René Pecher, nous l'avons vu, mais aussi René Magritte ou Paul Delvaux. Conçus à l'occasion de l'exposition 58, ce sont 2 trésors rares autant que méconnus. La fresque Delvaux est la plus longue de son œuvre, 41 mètres de long. Une œuvre nimbée de mystère et qui attire le regard. Dans le hall voisin, on découvre les barricades mystérieuses signées d'un autre maître du surréalisme, René Magritte. Le jardin évoque bien son époque, mais il s'en dégage aussi une étonnante modernité. C'est également le cas pour le carillon, un carillon qui puise ses racines dans l'architecture religieuse et civile de nos régions, mais qui aujourd'hui a été d'une certaine manière revisité. Isabelle Leroy, vous êtes historienne de l'art pour Urban et vous avez une affection particulière pour ce carillon qui est au cœur de ce Mont des Arts. Il date de quand exactement? Le carillon fait partie du projet d'ensemble du Mont des Arts, mais il n'a été, on va dire, prêt qu'en 1965, puisque les cloches sont estampillées de cette date. Donc c'est un carillon monumental, comme il y a dans beaucoup de capitales, hein, à Vienne, à Prague. Alors, qui dit carillon, dit carillonneur. Est-ce qu'il y a un carillonneur qui se cache derrière cette horloge? Ici, on est dans un carillon moderne, et donc on a préféré à l'époque faire appel à un mécanisme d'automatisation. Et donc c'est un carillon où on voit 11 cloches extérieures. En fait, il y en a 24, et c'est un mécanisme hydraulique qui les met en mouvement, et le carillon sonne normalement donc les heures, les quarts d'heure, la demi-heure. Isabelle, il y a ces petits personnages. Moi, j'avais un souvenir confus. J'avais l'impression de les avoir déjà vus bouger. Normalement, ils devraient s'animer. Alors, effectivement, moi, je ne me rappelle pas de les avoir vus bouger, mais ils sont normalement... ils sortent un petit peu, en tout cas, ils tournent autour de leurs alcôves. Et il y a 12 personnages qui correspondent aux provinces de la Belgique et aux heures, naturellement. Et puis il y a ce personnage au sommet, assez impressionnant. Il a une dégaine, d'ailleurs, assez élégante. C'est un bourgeois de Bruxelles. Donc c'est un jacquemart qui fait semblant. En fait, ce n'est pas un vrai jacquemart qui sonne l'heure, il fait juste semblant de sonner l'heure avec un marteau. Mais voilà, il est emblématique de Bruxelles. Le carillon est vraiment une institution en Belgique. Il a d'ailleurs été reconnu comme à l'UNESCO, patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est la culture du carillon qui a été reconnue comme meilleure pratique de sauvegarde. Alors on le sait peu, mais en fait il y a plusieurs carillons à Bruxelles, dont vraiment 3 dans la zone ici de l'hypercentre, puisqu'il y a celui-ci qui est le plus récent du Mont des Arts, mais il y a aussi un carillon à Saint-Michel-et-Gudule, qui est un carillon de concert, et également un carillon de concert au Sénat. Et anciennement, il y avait un carillon au-dessus de la Maison du Roi, qui a déménagé ensuite. Le carillon communal se trouvait dans la tour de l'église Saint-Nicolas.
À première vue, ce n'est pas un mauvais jeu de mots, ce lieu s'impose surtout par la vue imprenable qu'il offre sur le bas de la ville et ses joyaux architecturaux, notamment la flèche de l'hôtel de ville. Alors je suis à côté d'une œuvre de Calder et derrière moi, les anciens magasins Old England, devenus aujourd'hui musée des instruments de musique, coiffés, surmontés d'une terrasse qu'à l'époque on n'appelait pas encore un rooftop. Christophe, ici dans ce lieu, on est vraiment entre deux niveaux. Donc c'est un endroit bien spécifique qui marque vraiment la transition entre le haut et le bas. Alors là, bon, c'est un long projet, mais c'est un projet, on avait parlé de la mobilité, on avait parlé de la question des équipements, et le décès d'Albert Ier va en fait ajouter un nouveau volet, c'est le volet commémoratif en 1934. Et donc à partir de ce moment-là, l'idée est aussi de pouvoir avoir un lieu avec une statue et un fonds qui est financier, qui est réalisé pour la Bibliothèque royale Albert Ier. La statue sera inaugurée en 1951 et le complexe à peu près dans sa totalité en 1969. Et là, on parle d'un long chantier qui peut parfois heurter par sa physionomie un petit peu froide. C'est quel style, en fait, exactement ? C'est un peu inclassable. La difficulté, c'est que c'est un complexe qui est pensé dans les années d'entre-deux-guerres, dans les années 30, suite à un concours en 1937-38. Mais les plans ne sont réalisés que durant les années 50 et 60. Donc il y a déjà un peu un décalage. Donc on a ce côté un peu entre-deux-guerres, classicisant, et en même temps moderniste. Donc c'est le mélange des deux. Et je pense que pour bien l'apprécier, il faut aussi bien se rendre compte qu'il crée la transition entre le quartier royal et la place royale néoclassique que nous avons là, et le bas de la ville et la zone UNESCO. Donc ce côté plus classique est superbement bien pensé pour mettre en scène la place royale quand vous voyez le Mont des Arts depuis le bas. Christophe, un autre épisode qui a traumatisé les Bruxellois, c'est la fameuse jonction Nord-Midi. Ça aussi, c'était un long chantier. Oui, dans cette longue percée qui traverse toute la ville depuis la gare du Nord jusqu'à la gare du Midi et qui est aussi un immense projet de plus de 70 ans, clairement, le Mont des Arts va s'articuler par rapport à cette jonction Nord-Midi. Donc cette jonction va vraiment bouleverser l'espace, mais elle va permettre aussi une architecture de l'entre-deux-guerres et des années 50 et 60, aussi très qualitative. Alors je sais que c'est encore un traumatisme pour les Bruxellois, mais quand vous regardez le Shell Building par exemple, la galerie Ravenstein, les assurances Trieste ou le Mont des Arts, ça a aussi donné lieu à une architecture moderniste de grande qualité. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre visite, ce Mont des Arts, à la fois varié et inattendu. Alors, n'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir cette pépite de notre patrimoine. N'ayons pas peur des mots, il s'agit d'un ensemble à la fois architectural, historique et paysagiste unique dans notre pays et même en Europe. Nous avons encore plein de découvertes à faire ensemble. Je vous donne rendez-vous très bientôt, car vous le savez, j'ai les clés.